Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du Major général à la retraite B.K. Sharma de l'armée indienne, qui occupe actuellement le poste de directeur général de l'United Service Institution of India. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, professeur Glenn Dizen. C'est un honneur d'être invité à votre émission. Merci. Eh bien, je voulais au départ vous interroger sur la manière dont l'Inde s'adapte à l'émergence d'un monde multipolaire. Cependant, avant d'aborder ce sujet, il m'a semblé d'abord pertinent d'évoquer le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Un conflit très dangereux, pourrait-on ajouter, puisqu'il s'agit d'affrontements continus et de tirs directs entre deux États dotés de l'arme nucléaire. Pouvez-vous nous donner un aperçu ou expliquer comment l'Inde et le Pakistan en sont arrivés à cette situation? Et est-il probable qu'un simple cessez-le-feu suffise à résoudre ce conflit? La première question est la suivante. L'origine même de ce conflit réside dans la position principale de l'Inde sur le terrorisme transfrontalier. Cela a été reconnu par le reste du monde. Pendant très longtemps, le Pakistan a été sous la surveillance du GAFI, n'est-ce pas? Maintenant, si vous regardez, très récemment, il y a eu certains discours prononcés par le chef d'état-major de l'armée, Asim Munir. L'un de ces discours a été tenu au Khyber Pakhtunkhwa lorsqu'il s'adressait à une jirga, invoquant la théorie des deux nations, soulignant ou insistant sur le fait que les hindous et les musulmans sont deux peuples différents et qu'ils ne peuvent pas coexister. Puis, le 16 avril, il a de nouveau prononcé un discours devant la diaspora pakistanaise à Islamabad, déclarant que nous sommes deux religions différentes, nous sommes deux peuples différents, nous ne pouvons pas coexister et que nous devons transmettre ce message à nos générations futures. Peut-être 10 jours plus tard, un acte terroriste odieux a eu lieu à Pahalgam, dans la vallée du Cachemire, où 26 hommes, des touristes, ont été tués. Ce qui rendait cet acte encore plus odieux, c'est que ces hommes ont été séparés. On leur a demandé de réciter la kalima, et il y a également eu une vérification physique de la circoncision, etc. Ensuite, devant les femmes et les enfants, ils ont été tués. D'après nos premiers renseignements, tous les indices pointaient vers le Pakistan, en particulier Muridke. Et le Front de la Résistance, qui est en réalité une émanation du Lashkar-e-Taiba, Nisaj Kaur Sronithits Act. Il y a eu une grande jubilation dans différents milieux au Pakistan. Par la suite, ils ont rétracté cette déclaration, puis il y a eu une sorte de dissimulation de l'ensemble de l'événement. Mais l'Inde, en se basant sur le comportement passé du Pakistan et sur des déclarations récentes, était pleinement convaincue que cela avait été perpétré et encouragé par le Pakistan. Et conformément à notre stratégie de tolérance zéro envers le terrorisme transfrontalier, nous avons frappé 9 camps terroristes et éliminé environ 12 membres de la famille de Hafiz Saeed, qui est en fait un terroriste inscrit sur la liste noire de l'ONU et qui est actuellement sous la garde de l'armée pakistanaise. Près de 70 à 100 de ces terroristes, en particulier dans 2 camps terroristes, l'un à Muridke et l'autre à Bahawalpur, ont été éliminés lors d'une frappe de précision. Ensuite, la situation a dégénéré. Elle est montée en intensité. Au cours des 4 derniers jours, il y a eu des attaques et des contre-attaques, notamment à l'aide de missiles et de drones des deux côtés. Voilà où nous en sommes. Si vous avez d'autres questions, je pourrais clarifier cela. Mais je voudrais conclure en disant que l'Inde n'est pas une puissance militaire irresponsable. Notre réponse a été conforme à nos principes et à notre position constante de tolérance zéro envers le terrorisme. Non, je n'insinuerai pas d'imprudence. En effet, il y a un équilibre à trouver, ou du moins un dilemme,
entre la nécessité de dissuader et d'afficher une tolérance zéro face à ce terrorisme transfrontalier, mais aussi, de l'autre côté, le risque réel d'une guerre directe, comme ce que nous voyons actuellement. Donc, étant donné la nécessité de dissuader de telles attaques venant du Pakistan, pensez-vous qu'il soit probable qu'une guerre totale éclate, ou même l'utilisation d'armes nucléaires pourrait être envisagée? Ou bien pensez-vous que les deux parties comprennent et sont capables de maîtriser l'escalade et qu'elles mesurent aussi la gravité de la situation? Tout d'abord, la réponse de l'Inde a été très mesurée et calibrée. C'est le côté pakistanais qui a tenté sans succès de faire monter la pression. Au départ, il y avait beaucoup d'agitation de la part du Pakistan concernant l'utilisation d'armes nucléaires et la mise en avant de son statut de puissance nucléaire. Et si l'on regarde la doctrine nucléaire du Pakistan, il s'agit d'une doctrine de première frappe. La doctrine de l'Inde, elle, est celle de la non-utilisation en premier. Donc toute la rhétorique nucléaire est venue du Pakistan et non de l'Inde, n'est-ce pas? Et par la suite, je pense qu'ils ont fait preuve de bon sens. Et l'un de leurs universitaires les plus connus, le professeur Pervez Hoodbhoy, a déclaré que l'Inde avait mis à nu le bluff nucléaire du Pakistan. Elle a mis à mal leur doctrine de première utilisation. Et je pense que c'est la meilleure chose pour les deux pays. On ne peut pas utiliser les armes nucléaires comme un outil de chantage. En particulier sous la tutelle de l'arme nucléaire, on ne peut pas perpétuer le terrorisme transfrontalier et continuer à nuire à l'Inde. Et c'est exactement ce que l'Inde a fait. Nous avons mis fin au bluff nucléaire du Pakistan. En même temps, nous avons également accepté ce cessez-le-feu, qui a probablement été négocié ou facilité par les États-Unis d'Amérique. Et de notre côté, nous respecterons notre part du contrat. Nous ne serons pas les premiers à escalader. Mais s'il devait y avoir une provocation ou une imprudence de la part du Pakistan, alors nous aurons à nouveau une réponse très calibrée et mesurée. Et je dois vous dire dans la même foulée qu'hier soir, immédiatement après que le cessez-le-feu a été déclaré par notre secrétaire aux Affaires étrangères et également approuvé par la partie pakistanaise, il y a eu une attaque de drones dans la vallée du Cachemire. Le ministre en chef du Cachemire a immédiatement tweeté pour demander ce qu'il advenait du cessez-le-feu. Et nous avons alors dû riposter à nouveau. Maintenant, il me semble que les armes se sont tues. Mais compte tenu du comportement passé du Pakistan, il est très difficile pour l'Inde et la communauté internationale de faire confiance au Pakistan. Par conséquent, l'initiative de cessez-le-feu doit être accompagnée de certaines garanties et de garde-fous afin que les deux parties soient tenues responsables de toutes les actions qu'elles entreprennent, en particulier le Pakistan. Comment cela affecte-t-il la région au sens large? Car l'Inde a traditionnellement été préoccupée par le fait qu'en cas de tension entre l'Inde et la Chine s'appuierait davantage sur le Pakistan comme instrument de pression. Mais, de toute évidence, la Chine n'est impliquée d'aucune manière dans cette affaire. Y a-t-il toutefois eu des signes indiquant qu'elle pourrait apporter un soutien chinois au Pakistan? Pas directement, bien sûr, mais sur le plan diplomatique ou économique, où la Chine a-t-elle adopté une position très autonome ou objective, neutre sur cette question? D'après ce que nous avons lu dans les médias pakistanais et chinois, et compte tenu de la position qu'ils ont adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU lorsque cet acte de terrorisme a été condamné, ils sont revenus sur cette résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était à l'instigation des Chinois. De même, leurs médias étaient en extase, comme s'il y avait eu la perte de quelques avions indiens, et ils répétaient en fait le discours pakistanais. De plus, la plupart des armes que le Pakistan a utilisées contre l'Inde, comme le JF-17, le JF-10, etc., sont d'origine chinoise.
Il existe donc une complicité indirecte de la Chine, et ils ont encouragé le Pakistan à adopter un comportement aussi irresponsable. Mais en apparence, en ce qui concerne la ligne de contrôle effectif, à la suite du récent dégel, il n'y a pas eu d'activité inhabituelle ou disons de montée en puissance militaire à la LAC, ce qui est un signe positif, et nous le respectons et le saluons. Je pense que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde et celui de la Chine sont en contact permanent, et je crois qu'il y a une bonne compréhension mutuelle que ce n'est pas dans l'intérêt de la région de hausser le ton ou d'aggraver davantage la situation. Oui, je voulais toutefois prendre un peu de recul et examiner la région dans son ensemble, ainsi que les différents acteurs qui y interviennent. Car dans le contexte des évolutions actuelles, alors que le monde redevient multipolaire, beaucoup soupçonnent que nous pourrions nous retrouver dans une situation non pas identique, mais similaire à celle du grand jeu du XIXe siècle. Lorsque l'Empire britannique et l'Empire russe se disputaient l'influence en Asie centrale. Et bien sûr, un élément clé était la compétition pour l'accès à ce qui était alors l'Inde britannique. Mais comment voyez-vous, comment interprétez-vous la dynamique principale actuellement et le rôle de l'Inde dans tout cela, étant donné que la région d'Asie centrale compte désormais tant d'acteurs, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, qui exercent également son influence, les puissances occidentales. Comment percevez-vous la compétition pour le pouvoir? Ou voyez-vous la possibilité que ces intérêts concurrents soient harmonisés à travers des projets économiques communs? Car souvent, lorsque nous observons la région au sens large, il semble y avoir de nombreux éléments qui s'emboîtent, à l'exception, bien sûr, de la tension entre le Pakistan et l'Inde, qui est généralement perçue comme un obstacle à cette intégration eurasiatique plus large. J'adhère totalement à votre théorisation selon laquelle une nouvelle grande partie se profile et que cette grande partie est totalement différente dans sa nature. Actuellement, je pense que les principaux protagonistes de ce grand jeu ne sont plus tant la Russie et les États-Unis d'Amérique, mais plutôt la Chine et les États-Unis. Un hégémon régnant et une puissance montante. Ils sont au centre de ce grand jeu. Et ce grand jeu n'est aujourd'hui plus seulement limité à l'Eurasie, le cœur continental de Mackinder, mais s'étend à l'Indo-Pacifique et à de nombreuses autres frontières non stratégiques. Avant l'arrivée de Trump, il était plus facile de déconstruire certains des contours de ce grand jeu en termes de domination sur des emplacements stratégiques, des ressources stratégiques, la technologie, le cyberespace, l'espace informationnel, l'espace extra-atmosphérique, la guerre de nouvelle génération et le brandissement de l'arme nucléaire. Mais l'arrivée de Trump a provoqué de grandes perturbations et des discontinuités dans l'ensemble de la construction, ou du soi-disant cadre conceptuel de tout cela. Et il a suscité encore plus d'incertitudes. Par exemple, toute son approche repose sur la perturbation, la négociation, le découplage et la dissuasion. En même temps, il a manifesté des tendances néo-impérialistes en cherchant à créer des sphères d'influence, disant « Je reste confiné à l'Atlantique, donnez-moi le Canada, le canal de Panama, le Groenland, et peut-être accommoder les ambitions de la Russie dans l'ex-Union soviétique et celles de la Chine dans la région Asie-Pacifique. » Vous savez, même s'il faudra probablement beaucoup de temps avant d'atteindre un tel équilibre des pouvoirs, un équilibre global. Donc pour l'instant, oui, il y a un grand jeu. Et le principal pivot de ce grand jeu aujourd'hui, ce sont les guerres commerciales, n'est-ce pas? Il impose des barrières commerce de 154% à la Chine et à de nombreux autres pays. L'autre incertitude réside dans le fait que les alliés même des États-Unis d'Amérique, qui sont unis contre la Russie et la Chine,
ont vu une division s'installer au sein de cette alliance, notamment à cause de l'humiliation infligée à l'Europe, en particulier ce que Pence a fait lors de son discours à la conférence de sécurité de Munich. Vous savez le genre de discours qu'il a prononcé. Ensuite, il a semé le doute sur l'OTAN. D'un autre côté, il y a même certains tremblements au sein de l'Alliance de sécurité d'Asie de l'Est en ce qui concerne, par exemple, le fait de se désolidariser ou de se détacher de Taïwan, et même d'autres pays comme les Philippines et le Japon sont un peu nerveux. Ils ont également cherché à contrebalancer en organisant un dialogue trilatéral entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine, n'est-ce pas? Donc tout est en pleine mutation en ce moment, et la façon dont ça va évoluer reste incertaine. Nous devons donc croiser les doigts. On pourrait dire que Trump est, dans une certaine mesure, un symptôme du monde multipolaire également, étant donné que l'ordre mondial hégémonique dans lequel les États-Unis contrôlaient chaque recoin de la planète s'est épuisé en termes de ressources et face à la montée de rivaux. Mais bien sûr, la réponse de Trump à cela, même s'il peut être une réponse symptomatique, ne serait pas la seule réponse possible, comme vous l'avez suggéré. Ce America First est une réponse très particulière à la façon dont le monde évolue. Mais étant donné que nous assistons désormais à une tension croissante entre les deux principales puissances, à savoir les États-Unis et la Chine, et que la Chine se rapproche de plus en plus de la Russie, comment l'Inde se positionne-t-elle dans tout cela? Et peut-elle éviter d'être entraînée dans un système de blocs? Tout d'abord, il faut examiner ce qui guide la stratégie de sécurité nationale et la vision globale de l'Inde, à savoir sa géographie stratégique. Nous sommes un acteur clé dans le Heartland de Mackinder, l'Eurasie. Nous avons également des intérêts dans l'Indo-Pacifique. Nous sommes un État du Rimland selon Spikeman, avec un littoral très prospère de 7500 km. Ainsi, l'Inde se considère comme un pont stratégique entre l'Eurasie et l'Indo-Pacifique. C'est la raison pour laquelle nous faisons d'une part partie de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, et d'autre part, nous sommes membres du Quad et de nombreux autres dispositifs similaires de ce côté-là. Nous estimons que nous devons gérer nos intérêts de sécurité nationale de manière très calibrée. Et c'est pourquoi la politique étrangère de l'Inde repose sur un engagement multivectoriel. Cela est également confirmé par le schéma de nos votes sur les questions liées à l'Ukraine et au conflit en Asie occidentale. Donc je pense que tout ce que nous faisons, c'est que, tout en étant profondément concentrés sur notre propre développement national global dans le cadre de Viksit Bharat, c'est-à-dire atteindre l'objectif ambitieux d'une Inde développée d'ici 2047, toute notre attention est portée sur la consolidation et le développement interne, tout en maintenant un équilibre entre les deux blocs antagonistes. Mais nous ne pensons pas que, compte tenu de la mondialisation et de la redistribution actuelle du pouvoir, la situation soit la même qu'à l'ère d'après la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas que le monde acceptera aujourd'hui, vous savez, une nouvelle doctrine Monroe, et que le monde soit, vous savez, réparti en petites parts. Il y a tellement de mondialisation, même si elle semble reculer, qui s'est déjà produite aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde plein de complémentarité et d'interdépendance. Et toute l'économie mondiale, ainsi que les chaînes d'approvisionnement, malgré ce slogan de découplage, ne peuvent pas simplement disparaître. Donc je ne vois pas ces sphères d'influence classiques. Je pense que l'équilibre, les puissances intermédiaires et le Sud global vont s'affirmer et apporter un certain degré de raison, afin que nous ne retombions pas, une fois de plus, dans le darwinisme social qui est illustré par différents États.
Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Jai Shankar, est devenu en quelque sorte une vedette géopolitique et un symbole de la capacité de l'Inde à équilibrer ses différentes positions. Nous voyons deux formats d'intégration pour un nouveau monde. Comme vous l'avez dit, la région Indo-Pacifique, soutenue par des organisations telles que AUKUS, c'est la vision de l'Eurasie davantage menée par les États-Unis face à une approche que l'on pourrait qualifier de Grande Eurasie, avec les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Et bien sûr, l'Inde essaie de jouer sur les deux tableaux. Et cela est, je suppose, cohérent avec l'histoire passée de l'Inde en tant que puissance non alignée, qui n'a pas rejoint ces différentes intégrations régionales sans tomber dans la mentalité des blocs politiques. Cependant, au-delà de l'aspect sécuritaire, comment cela se traduit-il en projets politiques et économiques? Où se situe la principale gravité économique? Car, dans une perspective plus large, on observe le déclin relatif de l'Occident et la montée du reste du monde, en particulier des puissances eurasiennes. Comment l'Inde cherche-t-elle à s'intégrer plus étroitement avec les puissances eurasiennes, sans compromettre ses autres liens avec les pays occidentaux? Comme vous le savez, l'économie indienne se porte plutôt bien aujourd'hui, étant la 5e plus grande économie. Si notre taux de croissance est d'environ 6,5%, avec un potentiel d'augmentation, alors peut-être que dans quelques années, nous pourrions devenir la 3e plus grande économie du monde. Nous savons que ces perturbations économiques et ces guerres commerciales vont nuire à tout le monde. L'Inde développe ses propres mécanismes de protection pour s'isoler des effets négatifs de cette guerre commerciale. Ce que nous faisons, c'est conclure des accords commerciaux bilatéraux, comme celui actuellement avec les États-Unis d'Amérique. Un accord commercial similaire existe avec les pays de l'ASEAN, et un autre est en préparation avec l'Union européenne. Nous optimisons donc notre espace en termes d'ouverture économique vers différents pays. En même temps, nous sommes pleinement conscients que l'Inde ne vit pas sur une île, et il nous faudra peut-être réfléchir davantage pour nous assurer de ne pas être indûment affectés par cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'interdépendance de l'Inde avec l'économie mondiale n'est pas aussi forte que celle de l'Union européenne ou de la Chine. Et peut-être que notre économie intérieure, où, vous savez, la consommation des classes moyennes, est également très élevée. Nous avons donc certains mécanismes de contrôle et d'équilibre intégrés, mais il faut approfondir la réflexion à ce sujet. Je ne suis pas économiste à proprement parler, donc je ne pourrais peut-être pas vous donner de théories très brillantes ou fantastiques, mais je m'arrêterai là dans mon argumentation. Eh bien, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme cœur continental eurasiatique, qui fait référence à Mackinder, à propos de la manière dont l'Eurasie pourrait être organisée. Et l'Inde participe également à beaucoup de ces nouvelles connexions physiques, c'est-à-dire les nouveaux corridors de transport pour le commerce. Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont en concurrence. Il y a l'initiative La Ceinture et la Route, évidemment portée par les Chinois. Il y a le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe. L'Inde est aussi, bien sûr, un acteur clé du corridor international de transport nord-sud, reliant la Russie, l'Iran et l'Inde. Il est également très intéressant de noter le corridor Chennai-Vladivostok, qui reliera davantage l'Inde à l'Arctique. Quelle est la réflexion stratégique plus large derrière tous ces corridors? J'ai récemment écrit un article pour une revue roumaine sur la géopolitique des corridors eurasiens. Voyez-vous, peu importe pourquoi il peut sembler extérieurement que notre attention s'est déplacée vers l'Indo-Pacifique, nous ne pouvons pas ignorer le cœur eurasiatique.
Il existe un héritage lié à ce que vous appelez l'ancienne route de la soie, et nos liens historiques et culturels sont très profondément imbriqués avec les États eurasiens. Nous sommes totalement alignés, d'une part, avec le pivot de la Russie vers l'Asie. Les instruments de ce pivot vers l'Asie, en plus de la vente d'énergie à l'Inde, sont en réalité la mise en œuvre de certains de ces corridors. Le corridor international de transport nord-sud, le corridor économique Vladivostok-Chennai. L'Inde a également formulé sa politique Act East, dans laquelle nous souhaitons être un acteur majeur du développement de la région arctique. C'est pourquoi nous avons promis un soutien de 2 milliards de dollars à la Russie, ainsi que pour le développement de ce que nous appelons le corridor nord-sud ou le corridor arctique. Comment s'appelle-t-il? C'est le corridor arctique. On souligne souvent que le partenariat entre la Russie et l'Inde est sous-exploité, presque parce qu'ils ont toujours eu une très bonne relation, mais cela ne s'est pas toujours traduit par la connectivité économique à laquelle on pourrait s'attendre, que ce soit à cause de la géographie ou d'autres facteurs. Voyez-vous un potentiel pour que l'Inde et la Russie développent des liens économiques plus étroits? Encore une fois, cela aurait de nombreux impacts, je suppose. Ce serait bénéfique pour les deux économies. Cela pourrait aussi contribuer à créer une Eurasie plus équilibrée et multipolaire, qui ne soit pas trop centrée sur les États-Unis ou la Chine. Et puis politiquement, je ne suis pas certain que cela soit une grande priorité dans la réflexion stratégique de l'Inde. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et maintenant, nous espérons que Poutine effectuera une visite en Inde. Ainsi, la mise en service de ces corridors est extrêmement importante, non seulement pour dynamiser le commerce bilatéral, mais aussi le commerce régional. Cela nous aidera également à contrebalancer la Chine, qui s'impose comme un acteur dominant dans l'espace économique d'Asie centrale. En particulier si l'on regarde le corridor central, que les Chinois souhaitent développer le Transcaspien, avec la Turquie et quelques autres pays. Or, cela ne va pas dans l'intérêt général de la Russie, comme vous pouvez le constater, car les Russes sont contournés dans ce cas. De même, il existe une volonté de la part des Chinois de peut-être, vous savez, créer leur propre version du corridor économique Russie, Pakistan, Chine, en y intégrant l'Afghanistan et l'Asie centrale. Ainsi, les positions de l'Inde et de la Russie sont totalement alignées dans le cadre d'un plus grand équilibre stratégique externe, notamment en ce qui concerne la mise en service rapide de ces corridors. Et aujourd'hui, des deux côtés, je pense que le commerce bilatéral a atteint 65 milliards de dollars, contre environ 10 milliards auparavant. Avec la mise en service de ces corridors et une circulation accrue de l'énergie, je pense que le potentiel de croissance est immense, et c'est ce que recherchent les deux pays. Parce que les Russes ne veulent pas non plus mettre tous leurs œufs dans le même panier chinois. Ils veulent diversifier, et l'Inde est le seul pays avec un immense marché et un appétit pour l'énergie. Même dans le domaine de l'armement, aujourd'hui le S-400 a bien servi l'Inde pour repousser certaines de ses attaques de drones et de missiles. Ainsi, malgré les efforts de l'Inde pour diversifier ses accords de défense avec d'autres pays, la Russie restera notre principal partenaire en matière d'armement. Il y a donc un énorme potentiel. Et tout dépend de la capacité de la Russie à se dégager de ce conflit ukrainien. Ensuite, elle pourra renouveler son attention et son énergie pour développer ce que l'on appelle sa stratégie de pivot vers l'Asie. Je pense donc qu'il y a de bons espoirs pour que les deux pays progressent.
Et aussi, spécifiquement dans l'Arctique. Quels sont les intérêts stratégiques de l'Inde dans l'Arctique? L'Inde devient, dans une large mesure, un pays arctique de facto grâce à sa coopération avec la Russie. Évidemment, l'Inde n'est pas géographiquement un État arctique, mais elle est largement invitée par les Russes, je suppose, pour un développement commun. Quels sont donc les intérêts de l'Inde? Oui. Nous avons déjà formulé une stratégie pour l'Arctique, je crois, en 2016. Et cette stratégie comporte plusieurs dimensions. Aujourd'hui, l'Arctique est extrêmement important pour l'Inde, car la fonte de l'Arctique, qui se produit 3 fois plus vite que la moyenne mondiale, a un impact direct sur les régimes de mousson en Inde. En effet. Cela a également d'autres conséquences, notamment la libération de certains microbes et autres éléments, qui peuvent affecter l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes également très intéressés par le développement des ressources énergétiques de l'Arctique. Et bien que les Chinois eux-mêmes se qualifient d'États proches de l'Arctique et ce qu'ils appellent la route de la soie polaire, l'Inde y voit des opportunités, notamment dans la recherche scientifique, car toutes les recherches que nous menons auront un impact sur notre région himalayenne. Deuxièmement, nous avons également des intérêts dans certains des champs énergétiques là-bas, ainsi que dans le développement de l'infrastructure des télécommunications. Nous sommes très compétents dans le domaine des télécommunications et des technologies numériques, donc nous pouvons être des acteurs majeurs pour aider la Russie à développer ce secteur. Troisièmement, il y a notre main-d'œuvre. Vous savez, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes une nation de marins, et la Russie en a besoin car sa population diminue et elle a besoin de personnes, des personnes venant d'un pays en qui elle a confiance. Ainsi, l'emploi de main-d'œuvre à grande échelle dans le développement de l'Arctique nous offre une autre opportunité. Et la route maritime du Nord, comme je l'appelais, si elle devient opérationnelle et si elle est connectée au corridor international de transport Nord-Sud et au corridor Vladivostok-Chennai, alors cela deviendra un circuit homogène, une sorte de conduit énergétique dont l'Inde, la Russie et d'autres pays situés le long de la route pourront bénéficier. Eh bien, l'émergence de cet ordre multipolaire est souvent soulignée. Et comme vous l'avez dit précédemment, il existe de nombreuses différences par rapport au XIXe siècle. Bien sûr, nous avons maintenant l'implication de l'espace arctique, des technologies numériques et des instruments financiers plus complexes, en plus des corridors de transport physique. Mais pour faciliter toute cette nouvelle architecture économique qui se met en place afin d'accommoder la multipolarité, nous voyons que l'institution clé pour accompagner tout cela est évidemment les BRICS, ou BRICS Plus désormais, avec tous ses nouveaux membres, en tant qu'alternative au système économique centré sur les États-Unis. Quelles sont, selon vous, les principales possibilités et les limites des BRICS? Par exemple, sur la question d'une monnaie commune, on constate que l'Inde se distingue généralement par une attitude plus prudente ou réservée, estimant que cela va peut-être trop loin ou que c'est trop de centralisation. Comment voyez-vous l'avenir des BRICS à cet égard? Avant d'aborder la question des BRICS, il existe d'autres défis concernant la mise en œuvre de ces corridors. Le premier et le plus important concerne les sanctions économiques imposées par les États-Unis d'Amérique, en particulier à l'encontre de l'Iran, n'est-ce pas? De nombreuses entreprises internationales ou sociétés impliquées dans le développement des infrastructures tomberont sous le coup de ces sanctions économiques. Le deuxième problème est sans doute la confiance, ou plutôt le manque de dialogue adéquat, par exemple entre l'Inde et l'Iran, concernant la mise en œuvre de ce corridor, car cela est absorbé par la géopolitique globale de la région. Il y a aussi le facteur chinois. Maintenant, si ce corridor doit être entièrement, je dirais, rentable, alors il doit s'agir d'un corridor vert.
Il doit y avoir une circulation fluide des marchandises et des personnes, franchissant les différentes barrières et réglementations douanières, etc. Donc je pense que c'est un chantier en cours. Je ne crois même pas que les travaux aient commencé sur ce genre de projet. Il reste donc beaucoup à faire pour en faire un corridor vert sans obstacle. Le troisième enjeu ici concerne la concurrence de la Chine, car vous savez, elle bénéficie de la proximité géographique avec les républiques d'Asie centrale, ainsi que d'un poids économique et technologique. Donc la question est de savoir si nous pourrons être rentables. Il faut donc établir un indice de rentabilité afin d'adopter une approche plus pragmatique. Ensuite, il y a l'environnement sécuritaire dans la région. Bien sûr, nous aimerions beaucoup que Chabahar fasse partie de ce corridor, et nous souhaiterions également que ce corridor soit étendu à l'Afghanistan et à l'Asie centrale. Il faudra donc mettre en place un environnement et un mécanisme de sécurité favorable. Ce sont là quelques-uns des défis à relever. Maintenant, parlons des BRICS. Vous savez, c'est un bon signe que les BRICS soient devenus une organisation transcontinentale avec l'élargissement, et même des économies très riches comme celle du Moyen-Orient ont en fait rejoint le groupe. C'est donc un très bon signe. Mais vous voyez, les décisions prises au sein des BRICS se font par consensus. Aucun pays ne peut imposer sa volonté, et tous les pays qui ont rejoint le groupe ont des intérêts divergents et cherchent leur propre équilibre. Par conséquent, il devient extrêmement difficile pour nous de réellement aborder certaines grandes questions comme la dédollarisation et la mise en place d'une monnaie alternative. Peut-être que l'Inde ne sera jamais disposée à ce que le yuan devienne une monnaie alternative. Nous devrons donc voir quel système alternatif à SWIFT nous pouvons utiliser, ou si nous pouvons commencer à traiter, vous savez, avec des monnaies spécifiques à chaque pays, comme les transactions roupie-rouble entre nous. Il faudra donc approfondir la discussion à ce sujet. Mais oui, potentiellement, les BRICS constituent une bonne organisation et peuvent harmoniser différentes positions divergentes, ainsi que créer un cadre pour une meilleure collaboration dans le domaine économique et d'autres aspects de la construction nationale. J'aimerais juste faire un bref commentaire sur le corridor passant par l'Iran. Pour qu'il soit fonctionnel, bien sûr, les sanctions sont devenues un obstacle majeur. Ce qui me semble particulièrement ironique, c'est que le corridor international de transport nord-sud, reliant la Russie, l'Iran et l'Inde, rencontre comme principal obstacle au développement, évidemment, les sanctions. Mais étant donné que l'objectif de ce corridor est de diversifier les échanges et de réduire la dépendance à la Chine, les politiques américaines de sanctions semblent en réalité renforcer la position de la Chine, précisément parce que tout devient alors encore plus centré sur la Chine. Concernant la question monétaire, la crainte est-elle qu'une monnaie commune donnerait trop de pouvoir aux Chinois, ou s'agit-il simplement d'une question de rapport de force? Ou bien est-ce la faisabilité même d'une monnaie commune et les implications politiques que cela entraînerait? Quoi qu'il arrive, l'Inde est opposée aux sanctions économiques en tant qu'instrument de coercition. Cela perturbe le commerce mondial, donc nous ne sommes pas favorables aux sanctions économiques. En même temps, il faut être réaliste, le dollar est là pour rester. Car tout le commerce mondial tourne autour du dollar, n'est-ce pas? On peut même voir le type d'investissement que les Chinois ont dans les obligations américaines et ce genre de choses. Donc, simplement parce que un groupe de pays décide de concevoir et de lancer une autre monnaie, je pense que le moment n'est pas encore venu pour cela. Nous devons avancer par étapes progressives. Et la meilleure chose à faire d'abord, c'est le commerce de pays à pays et la mise en place d'un système alternatif
plutôt que de commencer par une banque, d'annoncer la mort du dollar et de créer une monnaie alternative. Nous ne voulons pas qu'une monnaie hégémonique soit remplacée par une autre monnaie hégémonique. C'est pourquoi l'Inde préconise une approche très délibérée et calibrée. Telle est la position et la préoccupation de l'Inde. Eh bien, beaucoup des sanctions imposées par les États-Unis, y compris les sanctions secondaires, semblent avoir pour objectif principal la résurgence du système unipolaire, même si celui-ci paraît déjà dépassé. Mais quel est l'impact de cela sur l'Inde? Car d'un côté, il y a des efforts pour utiliser les sanctions secondaires afin d'affaiblir, voire de briser la Russie, ce qui a des conséquences négatives pour l'Inde. Mais d'un autre côté, certaines sanctions contre la Chine peuvent détourner des opportunités économiques ou commerciales vers l'Inde, ce que les Américains appellent le friend shoring. Je pense que c'est leur tentative de réorienter les chaînes d'approvisionnement vers des pays amis. Comment l'Inde navigue-t-elle dans cette situation? Et y a-t-il désormais un besoin perçu ou croissant de rendre l'Inde plus immunisée contre ces sanctions, afin qu'elle n'ait pas à demander la permission à Washington pour commercer avec les Chinois ou les Russes? L'Inde mène une diplomatie habile pour éviter les sanctions secondaires. Si l'on regarde la CAATSA, la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique, par le biais de sanctions, les États-Unis nous ont accordé une certaine concession à ce sujet lorsque nous avons acquis le système d'armes S-400 auprès de la Russie, car cela était extrêmement crucial pour la sécurité de l'Inde. De même, les Américains ont tenté de faire pression sur l'Inde concernant l'achat de pétrole à la Russie, mais nous n'avons pas cédé à cette pression. En revanche, nous avons bien pris en compte les sanctions économiques américaines et le flux de pétrole en provenance d'Iran vers l'Inde s'est réduit à un filet, je veux dire, il est devenu quasiment inexistant. De la même manière, je pense que les Américains n'ont pas non plus imposé de sanctions sur le développement de Chabahar. Cette fois-ci, vous voyez, Trump a déclaré que si les pays des BRICS lançaient une nouvelle monnaie, il imposerait des sanctions très strictes à ce sujet. Très récemment, quelques entreprises indiennes ont été soumises à des sanctions secondaires au motif qu'elles vendaient du matériel de télécommunication et des équipements électroniques à la Russie, lesquels étaient utilisés par les Russes dans leur effort de guerre contre l'Ukraine. C'est donc un jeu en cours. Nous sommes conscients de l'impact des sanctions économiques. En même temps, nous faisons preuve d'une certaine habileté diplomatique pour nous assurer de ne pas être soumis à des sanctions économiques secondaires. Eh bien, ma dernière question concerne le rôle de l'idéologie dans le système multipolaire. Car, au cours des dernières décennies, l'idéologie a toujours été au premier plan. Ainsi, pendant la guerre froide, il n'y avait pas seulement une répartition bipolaire du pouvoir international, mais comme elle opposait le capitalisme au communisme, tout le pouvoir était largement interprété à travers ce prisme idéologique. Même après la guerre froide, dans l'ordre unipolaire, nous avons vu que l'aspiration du monde politique occidental à la primauté ou à l'hégémonie mondiale devait toujours être justifiée par l'idéologie. Autrement dit, l'Occident devait dominer le monde après la guerre froide. Mais cela était présenté comme une force positive, étant donné que les références démocratiques et libérales de l'Occident allaient, presque comme une nouvelle mission civilisatrice, bénéficier au monde entier. Ainsi, nous voyons encore, surtout ici en Occident, que tous les conflits doivent toujours être interprétés à travers le prisme de la démocratie libérale contre l'autoritarisme. L'idéologie est donc très puissante. Mais dans un système multipolaire, on pourrait supposer que le rôle de ces idéologies binaires, qui deviennent souvent un substitut du bien contre le mal, n'a plus la même importance.
Voyez-vous, selon vous, des évolutions à cet égard en Inde, concernant la manière dont l'idéologie façonne la politique mondiale? Je pense qu'il y a effectivement un changement significatif par rapport à l'époque où l'opposition se faisait entre communisme et capitalisme ou démocratie, vers un dialogue qui s'articule aujourd'hui davantage autour de lignes civilisationnelles. On voit que la Chine se définit comme une ancienne civilisation, ce qu'elle est. La Russie se perçoit également en termes civilisationnels. Il en va de même pour l'Inde. Et puis, bien sûr, il y a l'islamisation, ce que certains appellent le califat, ou du moins des éléments qui l'envisagent ainsi. Au sein de l'Occident collectif, je pense qu'il existe une désagrégation entre l'idéologie américaine et la manière dont l'Europe la perçoit. L'Europe est très particulière dans sa culture, ses valeurs et ses croyances. Mais une chose est certaine, la notion américaine de domination du monde, cet exceptionnalisme américain, l'unilatéralisme, la Pax Americana, je pense que c'est fini. La Pax Sinica de tout temps. Les gens ne croient pas que la Chine serait capable de prendre la place des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il s'agit donc en réalité d'une compétition entre civilisations concurrentes, ce qui est un signe positif. Et je pense que c'est là le cœur de ce que vous appelez la multipolarité. Il ne s'agit pas qu'un seul pays puisse imposer son système, sa culture, son mode de vie et sa vision stratégique aux autres pays. Cette prise de conscience s'est produite, et je pense que c'est là l'essence de la multipolarité. Sous un même soleil, différentes cultures et différents systèmes peuvent coexister, et il y aurait une singularité dans ces cultures et civilisations, tout en partageant certaines similarités en matière de technologie, de commerce et d'autres domaines. Je pense donc que c'est une évolution positive, et j'espère qu'elle prendra de l'ampleur. Eh bien, il semble effectivement qu'un déplacement de l'accent mis sur l'universalisme des valeurs vers la spécificité des civilisations pourrait au moins renforcer la souveraineté, ce qui pourrait stabiliser une partie du système, car il n'est certainement pas stable actuellement. Quoi qu'il en soit, Général de division B.K. Sharma, merci beaucoup pour votre temps. Il semble que nous assistions à certaines des mêmes conférences. Donc j'espère vous revoir bientôt en personne. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un plaisir de vous parler.